Bonsoir à tous. Donc je vais dire deux petits mots et puis on va laisser Monsieur David ensuite intervenir. Donc ces conférences sont réalisées dans le cadre du programme d'un service de la communauté de communes, de prévention en particulier, de prévention de la délinquance en général. Et donc la question des addictions se pose souvent à nous, sous toutes ses formes. Merci à la communauté de communes de m'inviter à partager cette soirée avec vous. Je vais faire un petit détour par une époque assez lointaine maintenant où j'étais interne à l'hôpital Charles Perrin. On venait d'ouvrir un service nouveau qui s'appelait l'unité d'investigation clinique et approfondie. C'était au début des années 80, donc vous voyez, c'est pas récent. Et c'était un service que j'avais ouvert avec Xavier Pomereau, que certains d'entre vous ont vu il y a peu. Et en l'occurrence, là, ce qui nous intéressait à l'époque, c'était la prise en compte des rescapés suite à des conduites suicidaires, et notamment des jeunes gens, souvent des adolescents, souvent des jeunes femmes d'ailleurs. Et il s'avérait qu'un certain nombre de ces personnes avaient fait des gestes qui les avaient mis en grand danger, où elles auraient pu mourir évidemment, et où néanmoins, quand ces personnes se réveillaient, qu'on leur disait alors qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui vous a amené à faire un geste aussi grave, nous n'avions presque jamais des réponses du style j'en avais assez, je voulais mourir, je voulais disparaître, je suis devenu un poids pour tout le monde, il faut que je m'en aille, comme on peut le rencontrer chez des suicidants dépressifs plus adultes. Ce qui nous était dit habituellement, c'était plutôt « je ne peux plus vivre comme ça, c'est insupportable, je préfère dormir longtemps ». Et on sentait qu'il y avait peut-être derrière l'espoir qu'au moment où la personne se réveillerait, après un geste aussi grave, ça changerait un peu le contexte de vie, ça changerait le contexte avec le copain, la copine, avec la famille, et que peut-être ça repartirait différemment. Si bien que ces types de conduite nous mettaient plus sur la piste d'une recherche de vivre moins mal, moins douloureusement, plus que dans une recherche délibérée de mettre fin à ces jours. Et finalement, un certain nombre de ces personnes usaient également de substances diverses qui parfois d'ailleurs facilitaient le passage à l'acte ou étaient utilisées dans le cadre du passage à l'acte, des substances addictives. Et on voyait qu'un certain nombre de ces personnes utilisaient également ces produits pour apaiser une souffrance, pour ne plus souffrir, pour ne plus penser, pour arriver à dormir le soir sans avoir des cauchemars, etc. Donc quelque chose qui était utilisé un peu de la même manière pour apaiser une souffrance. Alors sur la base de ces constats-là, on avait beaucoup travaillé. Alors, Pomereau est resté dans la souffrance psychique et le suicide. Moi j'ai mal tourné, je suis parti du côté de la drogue et des toxicomanies. Mais finalement, le point commun, on va le voir là ce soir en discutant des liens aussi avec l'adolescence et les problèmes que cela pose aujourd'hui. Le lien, c'est évidemment celui des conduites de risque, hein, clairement. C'est-à-dire où on voit que le point commun entre un certain nombre de fugues, d'auto-agressions, de comportements dommageables pour soi, de prise de drogue, de conduite suicidaire, certains troubles des comportements alimentaires aussi, peuvent se réunir en fait dans un ensemble de compréhension autour des prises de risque, où on essaye de se démontrer à soi-même finalement qu'on est capable de faire un certain nombre de choses dangereuses et peut-être d'en triompher, donc au péril de sa mort. Et en même temps, on essaye de montrer aux autres, à travers ces comportements, à quel point on souffre. Et souvent, c'est quand on a l'impression de ne pas être entendu dans sa souffrance ou pas écouté, que parfois on peut être amené à avoir des actes qui viennent l'exprimer d'une manière très, très dangereuse. Or, très dangereuse, puisqu'on se rend compte que dans les tranches d'âge 15-24, mais même plus 15-24 ans, les premières causes de mortalité, c'est suicide et conduite de risque. C'est les accidents, c'est des suicides, c'est les intoxications avec des produits. Or, c'est la première cause de mortalité, donc on voit que c'est important. Or, c'est à relativiser, évidemment, parce que c'est par bonheur des âges où on meurt peu de mort naturelle. Donc, c'est logique, finalement, que la part relative soit importante. Mais enfin, c'est quand même quelque chose à prendre en compte, d'autant plus que c'est vraiment une période difficile. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est un premier temps peut-être sur les addictions, effectivement, puisque c'est le sujet, un deuxième sur adolescence et addiction, puisqu'il y avait des attentes aussi par rapport aux conduites addictives qui sont plus fréquentes chez les jeunes.
où il y a toujours eu, enfin depuis longtemps en tout cas, il y avait tabac, alcool, mais ça s'est fortement enrichi ces dernières années avec le cannabis, évidemment, toutes sortes de drogues plus ou moins de synthèse, les écrans, enfin bon, toutes sortes de choses. Donc si ça vous va, on peut commencer là-dessus. Alors addiction, bref rappel, ça ira très vite. Globalement, un comportement addictif, c'est un comportement qui correspond à une recherche de sensations plaisantes ou d'apaisement d'une sensation désagréable. Donc c'est les deux, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est agréable en soi ou qui permet d'apaiser une souffrance, donc qui est agréable aussi de manière indirecte, mais qui va se poursuivre avec une perte de contrôle, alors même que les conséquences de ce comportement commencent à devenir dommageables. Alors tout ça, si ça semble bizarre, mais enfin on va reprendre. Faire quelque chose qui est agréable, c'est normal. C'est ce que nous faisons tous, et même c'est la biologie qui nous a fabriqués comme ça, puisque les circuits neuronaux qui font que nous apprécions un comportement, et qui font que ça déclenche chez nous du plaisir, sont des circuits neuronaux cérébraux qui ont été sélectionnés au cours de l'évolution naturelle, enfin de l'histoire, parce qu'ils sont utiles. Et il y a 3 comportements animaux et humains donc, qui sont ainsi renforcés de manière agréable, c'est la nourriture, la boisson et la sexualité, c'est-à-dire la reproduction. C'est-à-dire ces 3 comportements qui sont indispensables à la survie de l'individu et à la survie de l'espèce, puisque ça permet de se reproduire, de se développer, d'être en pleine forme. Et ces circuits neuronaux, on les retrouve dès les animaux les plus anciens, nos très lointains cousins, on les retrouve même chez les petits vermisseaux, vous voyez, donc on les retrouve uniquement chez des animaux qui se déplacent, par contre qui sont mobiles, puisqu'en gros ça nous permet que par exemple quand un petit vermisseau va arriver dans une zone où il y a plus de nutriments qu'ailleurs, ça va déclencher une réaction cérébrale qui fait qu'il va rester dans cette zone. Il va se mettre à tournoyer autour de lui, donc il va se nourrir beaucoup plus, parce que c'est une zone riche, donc il va embellir, il va profiter, donc c'est très bien pour sa survie à lui, et il a d'autant plus de chances de se reproduire en gros. Donc c'est des comportements qui au départ étaient du besoin, qui progressivement vont être renforcés par des circuits neuronaux, qui sont maintenant, on le sait chez nous, des circuits de plaisir. Donc en gros c'est la biologie qui a fait qu'on a commencé à trouver agréable des comportements qui étaient utiles. Et alors dans le jargon biologiste, ça veut dire que c'est un comportement renforçant, c'est-à-dire que c'est un auto-renforçant, il va s'auto-renforcer parce qu'il est agréable, donc on va reproduire de manière répétitive ce comportement parce qu'il est bénéfique en fait. Alors le reste, vous avez tout compris, c'est-à-dire entre-temps, l'homme, qui a toujours ces circuits-là, toujours très utiles, a trouvé par ingéniosité, et puis il a trouvé dans la nature, des substances qui étaient capables de stimuler directement ces circuits neuronaux, donc de déclencher des grandes sensations de plaisir, mais sans pour autant, hélas, être utile ni à la survie de l'individu, ni à celle de l'espèce. Donc ça peut être, historiquement c'était l'alcool, hein, mais il y en a bien d'autres, tabac, enfin toutes les substances dites addictives sont des substances qui sont capables donc de déclencher cette sensation de plaisir. Alors l'autre élément, c'est qu'elles sont capables de la même manière, c'est ce qui fait qu'elles sont addictives, mais ça se tient, hein, c'est un peu la même chose d'ailleurs, non seulement de déclencher des sensations de plaisir, d'euphorie quand on les consomme, comme quand on boit du vin de Cadillac par exemple, il y en a dans la région hein, qui est bon. En revanche, ces mêmes substances sont capables aussi d'apaiser des situations de détresse, tout simplement parce qu'elles sont euphorisantes. Donc à un moment où on est déprimé, on n'est pas bien, on ne se sent pas bien, c'est quelque chose qui va vous permettre d'apaiser au moins temporairement ce type de sensation. Donc d'une certaine manière, si on s'en tenait là, les risques seraient liés uniquement, et c'est important, notamment chez les ados, à l'intoxication aiguë, un accident en sortant après avoir trop bu, alors même qu'on n'est pas addict, hein, qu'on n'est pas alcoolique, mais ce soir-là on a trop bu, on a moins de réflexes et boum, on se plante contre un arbre, c'est un drame. Donc il y a ces conséquences aiguës qui sont à prendre en compte, qui sont variables évidemment selon les substances. Mais les choses ne s'en tiennent pas là, c'est-à-dire c'est là où le risque addictif est important. Il peut y avoir mise en place, je vais vous dire comment, de mécanismes là aussi cérébraux qui font que progressivement, pour certaines personnes, ce qui était un plaisir initialement va devenir un besoin. C'est-à-dire les personnes auront tellement été stimulées en fait par ces sensations plaisantes que petit à petit c'est ce plaisir en fait qui va finir par s'imposer aux personnes et à devenir vraiment une obligation, une contrainte, un besoin, alors même que les consommations répétées vont commencer à entraîner des conséquences dommageables.
sur sa vie, sur sa santé, sur ses relations aux autres, sur son travail, enfin toutes les conséquences qu'on connaît bien vis-à-vis des addictions. Mais au moment où la personne va se dire, bon là, c'est trop, il faut que j'arrête ou que je diminue, en tout cas, il se rend compte qu'il n'en est devenu incapable. C'est quelque chose qui s'impose à lui, qui est véritablement de l'ordre d'une perte de contrôle. Donc ça, c'était la version longue de la définition que je vous ai donnée au départ, mais si vous vous souvenez de la définition, c'était ça en gros. C'est-à-dire c'est un comportement qui est une source de plaisir, d'agrément ou d'apaisement d'une souffrance, mais qui chez certaines personnes, dans certaines conditions, devient addictif dans la mesure où il y a une perte de contrôle et que la personne est dans l'incapacité de réguler son comportement, alors même que ça commence à avoir des conséquences dommageables. Donc ça, vous voyez. Alors si vous réfléchissez, vous vous rendrez compte évidemment que c'est très puissant avec des drogues qui vont venir stimuler ces centres de façon majeure, comme l'héroïne, comme le vin de Cadillac ou de Bordeaux, comme le tabac fumé, comme le cannabis, enfin, il y a une hit parade, hein, les produits sont inégalement accrocheurs. Enfin, en gros, les substances addictives ont tout en point commun de pouvoir accrocher les gens. Mais ça peut être aussi des comportements plaisants hors drogue. La sexualité, évidemment, la nourriture, dans certains cas, on en parlait tout à l'heure, c'est les renforceurs naturels, si j'ose dire. Mais à côté de ça, selon l'ingéniosité du moment, ça peut être les achats pendant les soldes, avec des acheteurs, c'est plutôt les acheteuses, excusez-moi, mais pathologiques. Ça peut être les écrans, on en parlera peut-être tout à l'heure, enfin, toutes sortes de choses en fait, qui peuvent être plaisantes, mais qui, pour les mêmes raisons, chez certaines personnes, en tout cas, vont pouvoir prendre une valeur addictive, en gros. Donc ça, c'est le schéma général. Ensuite, ça va se compliquer. Alors ça va se compliquer, c'est-à-dire si on observe un produit addictif, par exemple, l'alcool, si seul le produit pouvait déclencher le problème, tous les gens qui consommeraient ces substances, à un moment ou à un autre, en deviendraient dépendants. Or, de toute évidence, ce n'est pas le cas. Si on prend par exemple l'alcool, si on prend un indicateur de consommation régulée au sens addictif, c'est-à-dire sans dépendance, sans addiction, par exemple le fait d'en avoir consommé au moins une fois dans le mois écoulé, et qu'on fait un sondage, on va se rendre compte vraisemblablement qu'une bonne partie d'entre vous, d'entre nous, ont consommé au moins une fois dans le mois écoulé de l'alcool. Donc c'est une question que je vous pose. Est-ce que vous avez consommé au moins une fois dans le mois écoulé une substance alcoolisée? Et voilà. Alors je félicite ceux qui ne l'ont pas fait. Ensuite, donc on voit prévalence normale, vu l'âge, dans les tranches d'âge 60, ouais, entre 30 et 80 ans, pratiquement, c'est entre 80 et 90% des gens qui ont consommé de l'alcool dans l'année. En revanche, si on prend un critère simple de perte de contrôle, je vais vous poser la question. Alors, si certains d'entre vous ont envie de dire oui, ils le diront peut-être pas en public, mais ils pourront m'en parler après. Est-ce que quelqu'un d'entre vous, qui a consommé de l'alcool ce matin avant d'aller au travail? Et voilà. Alors on voit que les conduites de perte de contrôle sont stigmatisées, c'est-à-dire si quelqu'un l'a fait, il ne va pas le dire. Mais il est vraisemblable, vu vos bonnes mines à tous, que vous êtes sincères. En tout cas, moi je le suis, évidemment, je vous prie de le croire. Et donc on voit que globalement, une grande majorité, c'est le cas en France typiquement, il va y avoir les futures données du bulletin épidémiologique hebdomadaire, le BEH sur l'alcool, là, qui va sortir la semaine prochaine en principe. Enfin cette semaine en fait, en fin de semaine. On sait que la majorité, c'est-à-dire 80-90% à peu près des consommateurs réguliers d'alcool n'ont pas perdu le contrôle par rapport à l'alcool, ils ne sont pas devenus dépendants de l'alcool. Donc ça sous-entend que le produit est évidemment indispensable pour créer la dépendance à ce produit-là en tout cas, mais que ça ne suffit pas, puisqu'il y a une bonne part des consommateurs, même des consommateurs réguliers, qui ne perdent pas le contrôle. Donc ça signifie qu'il y a des facteurs individuels, enfin oui, personnels, qui font que l'alcool va prendre une valeur puissamment addictive chez certaines personnes, plus que chez d'autres en gros. Et alors évidemment il est intéressant de chercher quels sont ces facteurs. Alors, il y en a toutes sortes, hein, mais globalement il y a d'une part des facteurs individuels de type génétique, au sens large, c'est-à-dire génétique et épigénétique, on pourra en parler si ça vous intéresse. Et en gros, l'héritabilité, c'est-à-dire la part des facteurs causaux génétiques par rapport au risque addictif est de 50%. Alors 50%, c'est important.
mais ce n'est pas 100%. Donc ce n'est pas une maladie génétique, elle ne se transmet pas directement. En revanche, on est inégaux. Et à la loterie génétique, il y en a certains qui ont plus de risques s'ils sont confrontés à l'alcool que d'autres de s'accrocher. Et c'est un élément qu'on rencontre souvent en clinique avec des ascendants fréquents. On voit qu'il y a des clusters. Hein. C'est pas réparti de façon homogène en population générale. L'alcool, ça on le sait depuis longtemps, simple observation clinique, hein, sans même parler de génotypage. Mais on voit bien qu'il y a des recoupements familiaux. Où évidemment il y a des facteurs culturels. On y reviendra, des facteurs éducatifs, des facteurs peut-être d'incurie, etc. Mais on sait maintenant qu'il y a puissamment des facteurs génétiques. Alors ça, c'est évalué par des études. Tous les jumeaux de Suède sont suivis, tous. C'est les plus belles études épidémiologiques qu'on ait. Donc tous les jumeaux, homozygotes, hétérozygotes, on les suit en vie entière depuis des décennies. Et alors dans le tas, hélas, il y en a des malheureux qui doivent être séparés parce que les parents ont des problèmes ou ils sont adoptés, etc. Donc en croisant les études de jumeaux et les études d'adoption, selon que ce que vous recherchez, par exemple l'alcool était présent ou pas dans la famille biologique ou dans la famille adoptive, vous faites des calculs et pour l'alcool vous arrivez à 50%. C'est simple. Enfin les addictions en général, 50%. Donc 50%, c'est une vulnérabilité, c'est pas un destin. C'est-à-dire c'est une fragilité, mais ça ne détermine pas la suite. Donc il faut que cette vulnérabilité, le cas échéant, rencontre d'autres facteurs causaux. Et les facteurs causaux en question, ils sont psychologiques et sociaux en gros. Alors les facteurs sociaux, on les connaît, c'est le contexte, l'entraînement, bon, enfin toutes sortes de choses, des principes religieux, enfin il y a énormément de facteurs qui peuvent jouer un rôle. Et puis il y a des facteurs à l'intersection du psychologique et du social, si l'on peut dire. C'est les personnes qui vivent dans des conditions de vie extrêmement difficiles. L'adversité sociale, on sait, est un facteur prédictif. Quelqu'un qui est un buveur excessif, par exemple, si une période de chômage où il se sent nul, pas à la hauteur, abandonné, pour peu qu'il soit isolé, il y a une vulnérabilité accrue qui fait qu'à ce moment-là, il peut perdre le contrôle par rapport à l'alcool, alors qu'auparavant, ça allait à peu près, ainsi de suite. Et de la même façon, il y a des facteurs d'ordre psychologique, des traits de fonctionnement, là aussi on n'est pas égaux, et parfois des troubles, certains troubles, des troubles dépressifs, des troubles anxieux, font que les personnes qui présentent ce type de difficultés sont plus à risque aussi d'abuser de substances, parce que les substances pour eux, ou pour elles, ne vont pas être simplement un produit de plaisir, mais vont être quelque chose qui vient les aider à soulager une détresse pour le coup, qui est une détresse très, très douloureuse. On parlait avant la réunion, là, on regardait le cimetière des oubliés, le stress post-traumatique en situation de guerre est un puissant facteur d'entrée dans les addictions, très puissant. Les gens qui ont des cauchemars incessants, qui revivent les scènes de violence auxquelles ils ont été soumis ou où ils ont été acteurs également, qui surréagissent violemment au moindre incident dans la vie civile, etc., vont essayer de se tasser en fait avec des produits de sédation qui peuvent être selon les époques l'alcool, qui peuvent être le cannabis, qui peuvent être les opiacés, qui peuvent être d'autres choses. Donc vous voyez, l'idée générale c'est qu'il y a des vulnérabilités qui font que habituellement le produit ou tel produit va pouvoir prendre une valeur addictive chez des personnes qui, pour des raisons diverses, présentent des fragilités par rapport à cette exposition. Alors parmi les vulnérabilités, il y en a une qui est bien connue, c'est la jeunesse. En l'occurrence, c'est l'adolescence, qui est une vulnérabilité massive. Alors l'avantage qu'elle a, c'est que c'est une vulnérabilité inscrite dans le temps. Normalement, il y a un début, une fin. La fin n'est pas toujours limpide, mais enfin globalement c'est censé s'arranger tout seul, enfin plus ou moins. Bon, donc l'espoir demeure normalement, mais il y a quand même une phase d'exposition qui est une exposition à risque, et c'est évidemment pas un hasard, mais enfin pour des raisons qu'on pourra développer. Si c'est à ce moment-là qu'apparaissent en fait les conduites addictives, alors, pas nécessairement les addictions. Ils sont trop jeunes pour être devenus dépendants, à part le tabac éventuellement. Le reste, on commence à entrer dans des comportements à risque excessifs, dangereux, qui sont pas très bons pour les relations avec les autres, pas très bons pour la scolarité, mais sans qu'il y ait nécessairement une addiction. L'addiction mettra en général quelques années à se mettre en place. Alors ça va relativement vite, et ça va d'autant plus vite qu'on commence tôt, en gros. Alors là aussi, on peut penser que pour partie, c'est lié à une héritabilité génétique, parce que c'est pas n'importe qui commence à fumer du tabac, par exemple, à 11 ans. Or, on sait que le fait de fumer du tabac à 11 ans est un facteur prédictif de dépendance aux autres produits plus tard. Or, certes, parce qu'il y a des sensibilisations neuronales, mais aussi parce que ça traduit
un mode de relation à soi, à sa santé, un degré de monitoring parental qui n'est pas tout à fait habituel, disons. Donc ça peut être l'expression aussi de vulnérabilité psychosociale, par exemple. Schématiquement, dans le chapitre introductif là, sur les conduites de risque, on se rend compte que quand tu as un adolescent ou une adolescente ne va pas bien, les modes d'expression de sa souffrance ou de ses difficultés seront pour partie déterminés par le contexte socio-environnemental et notamment par l'identité de genre, clairement. C'est-à-dire que puis l'impulsivité. C'est-à-dire que schématiquement, enfin, je caricature parce qu'évidemment, on va faire deux pôles. En fait, il y a tous les intermédiaires possibles et en plus, c'est en plein remaniement actuellement. Enfin, traditionnellement, les conduites de risque des garçons étaient dites externalisées, c'est-à-dire vers l'extérieur, donc délinquance, des trucs bruyants, des excès de vitesse en moto, des ivresses pathologiques en public, sur la voie publique, des bagarres, des prises de drogues illicites. L'expression des souffrances des jeunes filles était classiquement plutôt internalisée, donc attaque de son propre corps et éventuellement de l'environnement familial immédiat. Donc question de produit, c'était plutôt des prises de médicaments, des médicaments psychotropes, souvent pris dans l'armoire familiale, souvent dans l'armoire maternelle, Lexomil, Seresta, des trucs comme ça. Scarification, troubles des comportements alimentaires, fugues. Les fugues, c'est un peu commun, ce genre de choses. Alors néanmoins, évidemment, les choses évoluent, puisqu'on se rend compte que sous l'influence des évolutions sociales et culturelles, le tabac, par exemple, qui était schématiquement dans les années 50-40 prohibé pour les femmes, sauf des femmes très libérées, artistes ou autres, ou au contraire très asservies, prostituées, mais les femmes habituellement ne fumaient pas, ce qui fait que le tabac, typiquement, était une conduite masculine. Alors que là, du fait sans doute de l'évolution vers la parité, de multiples évolutions socio-culturelles, actuellement, les jeunes qui fument le plus tôt et le plus souvent et le plus longtemps sont plutôt les jeunes filles. Donc ça, c'est évolutif, par exemple. L'alcool, par exemple, l'expérimentation garçon-fille est toujours la même. L'écart se réduit, mais ça reste quand même, les ivresses, par exemple, les ivresses publiques vont rester plutôt masculines que féminines. Les ivresses féminines vont plutôt être privées. Enfin bon, ça renvoie beaucoup à externalisation, internalisation des comportements. Mais tout évolue. Tout évolue puisque typiquement c'est fortement induit par le contexte culturel. Donc au fur et à mesure que le contexte culturel change, les modes de consommation changent, mais du coup aussi les modes d'addiction changent. Même pour les écrans, par exemple, les filles vont plutôt être branchées sur des réseaux sociaux, les garçons plus sur des jeux, par exemple. Mais c'est une tendance. En gros, la neurobiologie nous dit à peu près bien, comment on arrive à fabriquer, en quelque sorte, une conduite addictive. En revanche, les études sur les rémissions totales, assez brutales, comme ça, n'apportent pas pour le moment de réponse parfaitement pertinente. Donc on ne sait pas exactement pourquoi, comment certaines personnes comme ça peuvent y arriver brutalement. Alors ce qu'on sait néanmoins, alors là j'en profite pour faire une parenthèse, c'est que les addictions, c'est un peu comme l'adolescence. C'est pas le diabète, c'est-à-dire c'est un début et une fin en général. D'ailleurs, souvent on se dit c'est un trouble chronique au long cours, ça peut l'être, c'est pas nécessairement le cas, et c'est même assez marginalement le cas en fait. C'est-à-dire la plupart des addictions ont une espérance de vie entre 5, 7, 10 ans à peu près, la plupart. Et il y a certaines personnes qui arrêtent beaucoup plus tôt, la dépendance j'entends, et d'autres, au contraire, qui vont prolonger longtemps. Alors, ce qu'on arrive à comprendre, c'est quelles sont les personnes qui vont avoir des super addictions, c'est-à-dire au long cours. C'est-à-dire celles dont on s'occupe, nous, en gros, dans les services spécialisés. Si je vous demande qui a fumé du tabac au moins une fois dans le mois écoulé, vous vous souvenez de ma question tout à l'heure? Donc, vous voyez, il y en a moins. Alors là, je vous félicite. Oui. Qui a fumé ce matin avant d'aller au travail? Donc schématiquement, vous observerez quand vous voyez ça autour de vous que, alors que la majorité des consommateurs, même réguliers d'alcool,
au moins dans cet échantillon, ne sont pas dépendants. La grande majorité des consommateurs de tabac sont dépendants. Donc c'est un produit très addictif. Néanmoins, la plupart des gens arrêtent finalement par eux-mêmes. Alors ensuite, il y en a d'autres qui n'y arriveront pas de la même manière et qui auront besoin d'aide. Et en fait, on sait que les facteurs prédictifs d'addiction complexe, c'est-à-dire celles qui vont durer au long cours, c'est la présence de vulnérabilité psychologique et sociale. C'est clair, c'est sûr. C'est sûr, ça c'est démontré, archi-démontré. Et alors là où ça biaise un peu par rapport à la réflexion sur les produits, c'est que plus un produit est à diffusion large, moins il y a besoin d'être vulnérable pour en devenir dépendant. Le tabac, tout le monde fumait. Donc moi j'étais normal par exemple, enfin, je pense l'être, et puis comme je suis psychiatre, je me diagnostique normal. Mais donc la plupart des fumeurs de tabac, c'était la population générale, en gros pas trop de vulnérabilité. Ce qui fait que là, on retrouve beaucoup de gens qui arrivent à arrêter finalement sur décision plus ou moins. Alors c'est pas facile, mais enfin ils mettent du temps, mais enfin bon, ils finissent par y arriver peu ou prou. En revanche, il y a des produits qui eux sont moins diffusés, ils sont généralement moins diffusés parce qu'ils sont plus dangereux, ils modifient le comportement, ils sont très perturbateurs. Donc l'héroïne, il est clair par exemple que la plupart des gens ne vont pas essayer l'héroïne en intraveineuse. Moi j'ai pas essayé en tout cas. Et vous avez sans doute pas essayé. Ce qui veut dire que ceux qui vont essayer, c'est ceux qui ont beaucoup de vulnérabilité psychologique et sociale. Et les deux sont liés, c'est-à-dire c'est des gens les plus vulnérables qui vont utiliser les produits les plus dangereux en fait. Donc là, vous arrivez à des situations extrêmement compliquées où l'évolution spontanée, la rémission du jour au lendemain arrive, elle arrive quand même, mais elle n'est pas banale. C'est-à-dire c'est pas classique, c'est-à-dire les gens essayent, rechutent, réessayent, re-rechutent, enfin bon, ils finissent par y arriver, hein, mais c'est vraiment quelque chose de terrible. Alors ensuite, qu'est-ce qui provoque le déclic? Quand on fait ça pour le coup on demande aux gens voilà vous avez arrêté, bravo, qu'est-ce qui vous a poussé à arrêter comme ça, paf, et généralement c'est en gros le sens des responsabilités, c'est-à-dire c'est quand je me suis marié ou que j'ai eu une copine ou un copain, quand j'ai trouvé un boulot, quand j'ai eu des enfants, quand les enfants sont devenus adolescents. Mais c'est des histoires vraies, hein, tout ça, c'est à peu près dans cet ordre. C'est-à-dire que je ne voulais pas trop leur donner un exemple, etc. Quand j'ai eu des ennuis de santé, des ennuis sociaux, un permis qui saute, enfin des trucs comme ça. C'est-à-dire souvent c'est des éléments externes qui vont faire que ça aide la personne à prendre conscience du fait que vraiment il avait perdu le contrôle. Ce qui n'est pas évident, on ne s'en rend pas compte, parce qu'il n'y a pas un panneau. Hein. Quand on passe de l'usage excessif à l'usage avec dépendance, ça se met en place de manière plus ou moins insidieuse pendant des semaines, des mois, mais on ne s'en rend pas compte en fait. Et alors, généralement, ceux qui s'en rendent compte, c'est l'environnement. Et ensuite, c'est l'environnement, fait mine de ne pas l'entendre pendant un moment, et puis à un moment, il se passe quelque chose où là, ça devient peut-être plus bruyant, et ça peut aider la personne à évoluer, à prendre la décision. C'est pas gagné, mais c'est souvent, quand les gens parlent de déclic, ça s'est souvent fait suite à un événement ou un épisode particulier qui font que là, ils se sont dit, bon, là, cette fois-ci, c'est bon, il faut que j'arrête. Ce qui est très difficile dans notre domaine, là, en psychologie ou en psychiatrie, il y a un mot très savant pour renvoyer à ça, c'est le principe d'équifinalité, mais c'est une logique qui n'est pas une logique mathématique. C'est-à-dire, on peut arriver au même résultat, alors, au même phénotype dans le jargon, c'est-à-dire une addiction par exemple, avec des portes d'entrée différentes, avec des moyens différents. Et par contre, des situations initiales comparables ne vont pas nécessairement déclencher la même chose. C'est-à-dire que la relation de cause à effet est moins linéaire que dans des raisonnements mathématiques. Alors, par exemple, une famille, tout à l'heure je disais, on peut retrouver des familles où il y a des antécédents, on se rend compte, bon, on avait des questions d'héritabilité. Mais l'héritabilité, c'était 50%, c'est pas 100%, donc ça accroît le risque, etc. En revanche, on connaît tous des situations comme celles que vous décrivez, où des personnes où il n'y avait strictement aucun antécédent familial, à l'encontre de ça, un jeune, ou un moins jeune d'ailleurs, a pu perdre le contrôle. Ce qui fait que ça peut être à ce moment-là d'autres facteurs causaux qui vont arriver au même résultat, mais par des voies différentes. À ce moment-là, ce ne sera pas du côté de l'héritabilité génétique ou de facteurs, je sais pas moi, éducatifs, mais ça pourrait être un événement de vie personnel, par exemple. Ça pourrait être un trouble personnel. On voit des jeunes, par exemple, qui, si on parle des jeux, ce que je vois, moi, pour joueurs d'écran comme Oriente, c'est des situations extrêmement sévères, avec des gamins qui peuvent
ne plus sortir de chez eux pendant plusieurs mois, toujours scotchés aux écrans avec ou sans cannabis d'ailleurs, souvent sans, scotchés aux écrans, mais on se rend compte que chez eux, le facteur de risque pour le passage de l'usage d'écran excessif à l'usage avec addiction, c'était la phobie. C'est-à-dire c'était des gamins qui étaient en énorme difficulté par rapport au fait de... ils avaient honte d'eux, ils se sentaient nuls, ils avaient peur de bafouiller, d'être ridicules, qu'on se moque d'eux. Souvent on se moquait d'eux, au collège ou au lycée. Petit à petit, ils ont mal au ventre avant d'aller au lycée ou au collège, ils y vont de moins en moins, ils se replient chez eux, ils sont de plus en plus bloqués, avec des terreurs à l'approche de l'idée de passer un oral ou d'aller faire du sport en short. Enfin bon, des histoires dramatiques. Si ce gamin-là rencontre des écrans, et il va les rencontrer nécessairement, chez lui, ça va faire un effet beaucoup plus, comment dire, apaisant ou plaisant même que chez un jeune lambda, puisque chez ce jeune-là, ça va lui permettre d'enfin avoir un espace de vie où il a l'impression de se réaliser, où il devient un peu célèbre, il n'affronte pas le regard des autres, ça se passe par micro, machin, il arrive à avoir un rôle, une place, donc c'est extrêmement valorisant, ça l'aide à tenir le coup, donc ça l'apaise par rapport à son truc. En plus, ça lui donne une raison valable de ne pas aller au collège, c'est pas parce qu'il est phobique, c'est parce qu'il est joueur, et ainsi de suite. Donc là, on peut avoir, et par exemple, une phobie sociale, ça peut très bien être déclenché suite à des agressions, par exemple, en milieu scolaire, donc un événement de vie. Ce qui fait qu'on se rend compte que là, c'est un exemple, hein, on pourrait en citer d'autres, avec ce type de scénario, d'ailleurs on le voit souvent avec du cannabis aussi, ou de l'alcool, ça les aide à, malgré tout, donner le change et essayer de fonctionner socialement. Des gamins comme ça, ils vont pouvoir devenir addicts sans que leur famille ait jamais eu l'ombre d'une addiction. Le problème a été celui d'une phobie individuelle qui éventuellement a pu être facilitée par des événements extérieurs, par exemple du harcèlement au milieu scolaire, ou une dyslexie, ou... Les gamins nous racontent des histoires, c'est-à-dire il faut voir à quel point ils peuvent être perturbés par quelque chose qui n'aura pas nécessairement été remarqué même, parce qu'ils ont l'impression que, parfois même que leurs oreilles sont ridicules, enfin bon, des tas de choses qui prennent une ampleur absolument dévastatrice, or qui généralement prend cette ampleur, parce qu'il y a d'autres fragilités d'ailleurs, mais où ça va être une porte d'entrée pour l'addiction sans que nécessairement il y ait des antécédents d'addiction. Donc l'idée générale, c'est pour ça que c'est vraiment des histoires d'évaluation individuelle, c'est qu'on peut arriver au même résultat, addiction, avec des voies d'entrée, si j'ose dire, différentes. Or globalement c'est psychosocial, mais là il y a une variante énorme. De la même façon qu'on pourra voir, je citais l'exemple tout à l'heure, même chez des gens qui n'avaient pas d'addict dans leur famille, suite à un événement de vie, chômage, une perte, un décès, des personnes qui basculent vraiment dans un effondrement anxieux ou dépressif et qui s'auto-soignent avec de l'alcool par exemple, et qui là vont perdre le contrôle, mais sans antécédents familiaux. Or pour l'alcool par exemple, de tout temps, depuis Fouquet et autres, on décrit deux typologies typiques. Même Koninger, enfin bon c'est un peu technique, mais il y a toujours deux types qui sont représentés, c'est ceux qui commencent tôt massivement, avec souvent des antécédents familiaux, où on se dit que là vraiment il y a une vulnérabilité individuelle majeure, et ceux qui commencent tardivement à prendre le contrôle, après des décennies, à perdre le contrôle après des décennies de consommation excessive, où en gros c'était les gens de générations avant, des années 40, 50, où on buvait, à l'époque on était à 30 litres d'alcool par an, pur, par français, donc tout le monde buvait trop, enfin les adultes, et notamment les hommes, ce qui fait qu'ils devenaient dépendants, mais presque à l'insu de leur plein gré, et ça se mettait en place très progressivement, et ça arrivait, du coup ils avaient cirrhose, machin, à 40 ans, 50 ans, parfois même sans avoir eu d'ivresse, paradoxalement. Alors que l'autre type, c'est ceux qui commencent très tôt, massivement, avec une recherche d'effets psychotropes, un peu comme ça se développe actuellement avec les modes contemporains de consommation de l'alcool, avec donc des modes d'entrée qui sont différents, mais le résultat c'est une addiction, hein. Mais avec vraiment deux types qui, dans des cas exemplaires, sont très distincts quant aux facteurs de vulnérabilité. Les données actuellement sont assez précises et elles évoluent de manière assez régulière et constante depuis les années 60 pratiquement, donc on peut faire de la prédiction en l'occurrence. Et donc il va y avoir, pour ceux que ça intéresse, bientôt, la semaine prochaine, un numéro spécial du BEH, donc du bulletin épidémiologique, sur la situation de l'alcool en France. Donc comme je suis président de la Fédération Addiction, j'ai déjà préparé le comité de presse pour réagir. Mais en l'occurrence, c'était assez facile parce que ce qu'on voit, c'est la poursuite des tendances. Donc en gros,
il y a une diminution régulière en France du volume total d'alcool consommé. Si on mesure en litres d'alcool pur consommé par an et par adulte de plus de 15 ans, on est passé à peu près de 30 litres au début du XXe, avec nos grands-parents, à 20 litres au début des années 60, et maintenant à peine 11 litres. Donc on n'est plus du tout recordman du monde. Enfin, et ce qui est intéressant, c'est que cette diminution s'explique presque uniquement par la diminution de la consommation de vin. C'est-à-dire que ce n'est pas une diminution progressive toute classe d'âge. Ce qui explique cette diminution-là, c'est essentiellement la diminution chez les jeunes. Alors les jeunes, ils vieillissent en plus, donc la tendance s'améliore. Et en l'occurrence, il suffit d'observer les jeunes, on observe les jeunes, on regarde ce qu'ils boivent, tout ça. Ils boivent des sodas, voire même de l'eau. Et ça c'est bien, oui. Et donc schématiquement, les taux sont frappants. Il y a très peu de jeunes qui sont consommateurs quotidiens de vin. Il n'y en a pratiquement pas, c'est 2,3%, je crois. C'est vraiment, alors que c'était une norme chez les grands-parents. Enfin, donc là, on parlait des changements culturels, c'en est un, mais gigantesque. En revanche, ils boivent de la bière et des alcools après le boulot, un peu à l'anglo-saxonne, ou le week-end, avec les drinking, etc., etc. Ce qui fait que, tendanciellement, on peut penser qu'on va passer, ou on est en train de passer, c'est les effets de la mondialisation, ça c'est du socio-culturel lourd, hein. On est en train de passer de ce qu'on appelait dans le jargon anthropologique une culture humide, wet culture, où on boit tout le temps, à table, trop, mais en mettant un point d'honneur à ne pas être ivre, à tenir l'alcool, etc., à une dry culture, une culture sèche, donc c'est celle des pays du Nord en général. Alors toujours plus au Nord, nous on dit que c'est les Anglais disent que c'est les Scandinaves, après les Scandinaves, il n'y a plus personne au Nord, donc c'est sur eux que ça tombe. Mais enfin, en gros, les gens, ils ne boivent pas, à table en tout cas, pas d'alcool j'entends, ils ne boivent pas d'alcool, mais quand ils boivent et en cherchant l'ivresse pour le coup, c'est-à-dire avec une recherche d'effets un peu comme on cherche avec les produits. Donc actuellement, ce qui se passe en France, c'est typiquement ça, c'est-à-dire une fois que les générations, la mienne par exemple, auront disparu, bon c'est triste, mais bon, ça va accélérer ce processus, c'est sûr. Et donc globalement, la pathologie à voir, c'est ça que ça veut dire aussi, c'est qu'il y aura moins de prévalence d'addiction, mais les addictions qui survivront, si j'ose dire, qui seront toujours présentes, se concentreront sur les populations vulnérables. C'est-à-dire, alors il y aura toujours des consommateurs par contre, mais il y aura beaucoup de consommateurs, je prétends être, ça il faut le noter, un consommateur régulé, etc., sans excès et tout. Ceux-là, ils ne sont pas en cause, là, les 80% qui consomment à peu près normalement, bon, pas trop loin des repères pour la santé. En revanche, ceux qui perdent le contrôle, ceux qui perdaient le contrôle de façon sociale et culturelle, comme ceux-là, c'est une espèce en voie de disparition, parce que grâce au progrès, la conscience de soi, l'hygiène, les trucs, les gens font attention, ils se mesurent, il y a le permis de conduire, enfin il y a des tas de facteurs qui jouent, qui font que ça disparaît. En revanche, les addicts rebelles, si j'ose dire, ça va être les vulnérables. C'est-à-dire c'est ceux qui par ailleurs utilisent des produits, donc les jeunes, les femmes, les migrants, les pauvres, les populations précaires, etc. C'est toujours les mêmes. Et c'est là-dessus que ça va se concentrer, les problèmes d'addiction. Alors de l'intérêt, pour le coup, du secteur spécialisé, nous, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, on s'occupait essentiellement des toxicos, enfin de ceux qui étaient vraiment dans des grosses situations de vulnérabilité, mais petit à petit, quand ceux qui auront le déclic arriveront à contrôler, mais ceux qui ont le déclic, c'est en gros ceux qui arrivent à avoir un déclic. Ceux qui sont hors déclic, si j'ose dire, c'est souvent des gens qui ont beaucoup plus de vulnérabilité, ce qui fait que ces populations vont se confondre avec des mélanges de produits. Et notamment, nos fameux jeunes actuels qui sont dans ce type de pratique avec l'alcool sont les mêmes qui, pour certains d'entre eux en tout cas, fument du cannabis, perdent le contrôle par rapport à d'autres trucs. C'est-à-dire ils sont polyconsommateurs. Pour le coup, les mécanismes addictifs, vous avez bien compris, c'est des mécanismes qui ne sont pas spécifique d'une substance, c'est plutôt global. Et en gros, plus on est en difficulté avec soi-même, plus on est à risque d'être addict, de perdre le contrôle par rapport à différents produits ou différents comportements. Le cannabis est chimiquement addictif, c'est sûr. En revanche, avant de venir au cannabis, juste un mot sur on a longtemps pensé, effectivement, que si quelqu'un était... une fois que quelqu'un avait été addict à une substance quelconque, la seule issue pour lui, c'était l'abstinence totale et définitive. C'était le principe, notamment avec
l'alcool historiquement et le tabac plus récemment. Alors actuellement, ce type de perspective est remise en cause. C'est-à-dire on se rend compte que de plus en plus, mais même dans ma pratique, on arrive à avoir des programmes relativement efficaces, même très efficaces finalement, où on part de la demande des personnes concernées. Et la demande est parfois l'abstinence totale et définitive, mais pas toujours. C'est à peu près moitié-moitié. La moitié des gens qui viennent avec un problème d'alcool ne demandent pas à arrêter complètement et définitivement. Ils demandent généralement à revenir comme avant, ce qui est un peu illusoire, mais enfin, à retrouver le contrôle en tout cas, et à pouvoir gérer plus ou moins la consommation. C'est ça leur idéal. Alors auparavant, comme l'offre de soins était uniquement côté abstinence, on disait, ben non, réfléchissez, vous n'avez aucune chance, vous n'y arriverez pas, etc. Alors l'inconvénient, c'est qu'on ne voyait qu'une partie des clients, si j'ose dire. C'est ceux qui étaient dans ce type de demande-là. Et on perdait de vue tous ceux qui n'étaient pas prêts ou pensaient pas être capables, en tout cas, d'arriver à ça, et que du coup, on ne pouvait pas accompagner. Ce qui fait que beaucoup de gens parlaient du déni des alcooliques en disant, vous voyez, manifestement, il a un problème, mais il ne va pas se soigner, etc. Alors, mon hypothèse, alors ça c'est peut-être lié à cause de mon long passage dans la toxicomanie à l'héroïne avec les traitements de substitution, c'est qu'on a vu qu'il pouvait être efficace d'avoir une autre approche en fait. Et une approche où on partirait du souhait des personnes en essayant de les accompagner dans une démarche de soins, mais pas exclusivement centrée sur l'abstinence. Alors il se trouve qu'il y a des techniques de groupe, on développe un gros programme québécois actuellement, qui va être développé en Sud-Gironde bientôt, tiens. Au fait, Alcochois Plus, qui est un programme d'aide à la reprise de contrôle sur des consommations. Or, c'est plus pour des buveurs excessifs que pour des dépendants, mais enfin quand même, ça marche aussi un peu chez des dépendants. Et qui plus est, maintenant, il y a même des médicaments. Parce que je vous dis là, c'est reconnu au plan international, hein, c'est pas une lubie personnelle. Il y a les derniers médicaments qui sont sortis comme aide complémentaire pour les problèmes d'alcool, ont comme indication non pas le maintien du sevrage, mais l'aide à la réduction de la consommation. Que ce soit le nalméphène, le baclofène, etc. Donc c'est des médicaments qui peuvent être utilisés dans ce sens-là. Et alors ce qui est passionnant, c'est pour ça que la taille d'effet de cette approche est bonne, c'est que du coup vous avez non seulement des demandes des abstinents, qu'on aide toujours à aller vers l'abstinence, on va pas leur dire maintenant continuez à boire, quelle idée, mais les autres du coup ils viennent aussi, alors qu'avant on ne les voyait pas. Et on se rend compte que parmi ceux qui viennent pour une réduction, il y en a encore une bonne partie, un gros tiers, qui arrivent jusqu'à l'abstinence, alors que ce n'était pas leur projet initial. Ce qui fait que, et à l'inverse, on se rend compte que parmi ceux qui étaient côté abstinence mais qui n'y arrivent pas, il y en a qui arrivent à avancer vers des projets de réduction des consommations. Ce qui fait qu'actuellement, les objectifs pragmatiques, c'est moins c'est mieux en gros. Alors si pour certains, moins ça doit être zéro, c'est zéro, tant mieux pour eux. Mais on ne va pas fixer uniquement ça comme objectif parce que sinon on perd des clients qui ne vont pas se lancer là-dedans, pour des tas de raisons. Donc voilà. Alors ensuite, néanmoins, quelqu'un qui a eu un gros niveau de dépendance, ça dépend aussi du niveau de dépendance, la durée, etc. Quelqu'un qui a eu une dépendance vraiment majeure, c'est vrai qu'habituellement, ils essayent, puis ils se rendent compte que la bonne voie pour eux, c'est l'abstinence totale. Mais c'est pas pour tout le monde, c'est ça. Et en tout cas, ça ne doit pas être mis comme seul objectif de traitement rationnel. Ça, c'est remis en cause. Ensuite, le cannabis, le pouvoir addictif du cannabis, c'est à peu près comme l'alcool, c'est à peu près 10%. C'est-à-dire 10% des usagers réguliers perdent le contrôle. Alors, c'est beaucoup. Enfin, c'est pas beaucoup, 10%, c'est pas le tabac, hein. Le tabac c'est 80-90%, l'héroïne c'est 60-70%, donc 10% c'est moins, mais ça touche une population beaucoup plus large. C'est-à-dire 10% de beaucoup de gens, ça fait du monde à l'arrivée. Hein. C'est-à-dire les gens qui sont usagers quotidiens de cannabis, actuellement en France c'est 600 000 à peu près. Usagers réguliers, c'est plus d'1 million, donc ça commence à faire du monde quand même. Et c'est donc un produit addictif, mais où il y a une majorité des consommateurs qui n'en sont pas dépendants. Ce qui fait que la difficulté, c'est que du coup, quand on dit ça rend dépendant, les gens pensent qu'un produit rend dépendant tous les usagers. Ils disent c'est pas vrai, moi je suis pas dépendant. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe, c'est-à-dire dépendant selon les produits, il y a eu une partie des gens qui vont s'accrocher, ils existent, moi j'en vois tous les jours, donc je peux dire qu'ils existent. En revanche, je peux dire aussi qu'il y a une majorité des gens qui ne s'accrochent pas, mais que ça ne veut pas dire que le cannabis n'accroche pas. Ça n'a pas accroché ces gens-là.
En revanche, juste pour être complet, c'est un peu ce qu'on disait pour l'alcool, c'est-à-dire on peut avoir des dommages sur la santé majeurs sans être dépendant. C'est-à-dire la dangerosité des drogues ou des substances ne se limite pas à l'addiction. L'addiction, c'est un élément, mais on peut être tout à fait en gros danger, mais vraiment d'accidents, ou plus banalement de baisse de niveau scolaire, de choses comme ça, sans être totalement addict, mais uniquement parce qu'on est un usager régulier. Et alors pour peu qu'on ait une vulnérabilité psychotique, là le danger il est total. C'est-à-dire on peut éventuellement déclencher un trouble psychotique chronique parce qu'on a le mauvais background au plan génétique, culturel, et là c'est catastrophique pour le coup, c'est-à-dire sans que la personne n'ait jamais été dépendante. Il aura suffi qu'il consomme quelques fois, surtout s'il a consommé tôt, jeune, avant 15 ans, pour accroître son risque vraiment de développer un trouble psychotique chronique, sans avoir été dépendant auparavant. Donc l'addiction ne résume pas les risques liés aux substances. C'est un facteur causal. C'est-à-dire qu'on peut développer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur vécu-finalité, on est dans un domaine où c'est probabiliste, il n'y a pas une cause. Donc en gros, par exemple, si vous prenez la schizophrénie, vous avez des facteurs causaux qui sont assez bien connus, l'héritabilité, les facteurs de vulnérabilité génétique, des maladies virales, l'anoxie à la naissance, enfin il y a des choses, maladies virales, on le sait bien, puisqu'il y a toujours une saisonnalité de la date de naissance quand même des gens qui ont une schizophrénie, c'est-à-dire c'est pas réparti uniformément sur les 12 mois de l'année. Hein. Si vous enlevez 9 mois, vous arriverez à des moments où il y a une épidémie. Et c'est des choses qu'on voit, en plus comme l'hiver n'est pas la même saison dans l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, on voit que la saisonnalité est inverse. Donc, bon. Mais ça suffit pas. C'est-à-dire même si vous avez une maladie virale, il n'y a pas de risque majeur de présenter, que votre enfant présente une schizophrénie. Donc néanmoins, c'est des facteurs de vulnérabilité. Ce qu'on peut penser, il y a eu de belles études à Bordeaux faites par le professeur Verdoux il y a quelques années. On s'en rend compte cliniquement un petit peu. C'est-à-dire, si vous prenez une population d'étudiants, par exemple, là c'était le cas, des étudiants... pas en médecine, mais des étudiants en psychologie. La vulnérabilité psychotique, c'est 10% de la population à peu près. Vraisemblablement, chez vous, là, il y a 10% des gens qui ont une vulnérabilité psychotique. Et ceux qui déclenchent le trouble psychotique, c'est 1%. Donc ça veut dire que parmi ceux qui ont une vulnérabilité, il n'y en a qu'un sur 10 qui va déclencher le trouble, en gros. Et pour que ce 1 sur 10 déclenche le trouble, ça va être un épisode traumatique, ça va être d'autres éléments. Enfin bon, il va y avoir d'autres facteurs causaux. Et c'est là où peut intervenir le cannabis. C'est-à-dire c'est un facteur causal tardif. C'est-à-dire c'est au moment de l'adolescence, donc où il y a tout le remaniement neuronal, qui est de nouveau une période de vulnérabilité au plan cérébral. C'est pour ça que c'est plus dangereux, ça c'est très clair, avant l'âge de 15 ans. Le risque de déclencher à ce moment-là un trouble schizophrénique est, selon les études, multiplié entre 3 et 10 à peu près, mais ça se centre effectivement chez des gens qui avaient de la vulnérabilité. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'une partie de ces gens n'auraient pas déclenché le trouble s'ils n'avaient pas fumé de cannabis. Donc on peut calculer la part évitable dans l'incidence. Et la part évitable dans l'incidence, c'est à peu près 15%. C'est-à-dire dans les nouveaux cas de schizophrénie, il y en a vraisemblablement 15% à peu près qui ne seraient pas apparus s'il n'y avait pas eu de consommation de cannabis. Alors vous me direz, c'est pas gigantesque, mais enfin pour ceux à qui ça arrive, c'est une catastrophe totale. Hein. Parce que là, c'est vie entière pour le coup. Autant tout à l'heure j'étais optimiste pour les addictions, enfin relativement, autant là, le trouble, bon, sera plus ou moins sévère, plus ou moins bien compensé, mais quand même, c'est quelque chose qui handicape. Hein. Pour toutes les addictions, on fait des hit parades en fonction des produits, mais en plus maintenant, les nouvelles classifications diagnostiques depuis le DSM-5 sont des classifications dimensionnelles, ce qui fait qu'elles sont plus proches de la réalité. Avant, c'était catégoriel, c'était en on-off. Vous aviez moins de 3 critères, vous n'étiez pas dépendant, vous avez 3 critères au plus, vous étiez dépendant. C'est pas comme ça dans la vraie vie. Donc maintenant, en gros, c'est dimensionnel, c'est-à-dire si vous avez 1 ou 2 critères, vous êtes un petit dépendant, 3, 4, vous êtes moyen, vous étiez super. Ceux qui rêvent la nuit de fumer, là, ça, c'est des bons. Là, vous savez qu'ils sont au max, et là, c'est plus compliqué. Mais bon. Mais tous ne sont pas comme ça. C'est-à-dire, vous avez, quel que soit le produit, vous arrivez à avoir des niveaux de dépendance variés. Les gens sont inégaux. C'est plus facile d'aider ceux qui... Voilà. Et alors, l'autre élément que vous avez dit qui est important, effectivement, c'est qu'on arrive plus facilement à arrêter quand on ne va pas trop mal.
Et ça, c'est une apologie de ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire une approche globale, c'est-à-dire on s'écoupe aussi des facteurs de vulnérabilité. Pathologique quand c'est un trouble anxieux, un trouble dépressif, mais même pas pathologique, des moments de tension, le stress au boulot, etc. Ben, c'est souvent en agissant sur ces facteurs-là qu'on va avoir un effet d'apaisement qui va faciliter l'avancée vers le sevrage ou vers la réduction. Et y compris avec des produits très addictifs comme, je sais pas, l'héroïne. Ils sont chez eux, ils ne pensent qu'à ça. Ils se retrouvent dans un décalage, invités chez une grand-mère au fin fond de l'Ardèche ou un truc comme ça. Comme par enchantement, mais ils le décrivent, hein, c'est un effet quasiment magique, ils ne comprennent pas d'ailleurs. Ils se disent, mais c'est très curieux, bon au début j'étais un peu malade, mais ça ne m'a pas trop pris la tête, j'étais content d'être là, je n'ai pratiquement pas été malade. Donc du coup ils se disent, tiens, mais c'est super, et ils reviennent et boum, ça repart. Et donc on voit comment les facteurs de contexte sont absolument, peuvent être absolument décisifs pour des variations. Et ça c'est vachement intéressant parce que ça leur permet de toucher du doigt que c'est plastique en fait. On pense que c'est un truc comme ça définitif, qu'on ne peut rien y faire, et puis les gens font l'expérience eux-mêmes que bizarrement, dans d'autres circonstances, pof, ils y pensaient beaucoup moins, c'était beaucoup moins envahissant, leur besoin irrépressible de consommer qui leur semblait vraiment totalement insurmontable, bloum, ça disparaît, et par contre qui va réapparaître quand on retrouve les conditions. Ce qui les met sur la piste de quelque chose qui peut nous permettre de leur proposer des approches plus globales. Alors pour ceux qui aiment les vidéos, vous pouvez aller sur le site de l'Agence nationale de sécurité du médicament, la NSM, où il y a eu une audition publique il y a quelques mois sur le cannabis thérapeutique, qui est très bien, et où j'étais auditionné, donc il y a mon audition pendant 20 minutes, avec les diapos et tout, c'est très savant. Donc cannabis thérapeutique, en gros, on est pour. Votre question, mais avec des indications dans un cadre réglementé, etc. etc. Votre question portait plus sur le cannabis légalisation. Alors là, schématiquement, ce qui est très intéressant, c'est comme les premières expériences de légalisation avaient eu lieu côté Californie dans les années 90 par là, et que petit à petit ça a avancé vers la côte Est, on peut voir différents modèles aux États-Unis de légalisation. Depuis les modèles totalement libéraux de la côte Ouest, qui étaient des référendums d'initiative citoyenne, donc en Californie et autres, jusqu'au système beaucoup plus régulé de la côte Est, qui généralement étaient des décisions d'État, de gouverneurs, de choses comme ça, avec des arguments divers, souvent économiques d'ailleurs. Et plus récemment encore, il y a eu la légalisation donc, au Canada. Ce qui fait que, pour répondre à votre question, globalement, quand on légalise, effet attendu, c'est pas un scoop, on augmente le niveau de consommation. On touche une population plus diversifiée que celle du départ. C'est-à-dire c'est le mécanisme inverse de ce que je vous décrivais tout à l'heure pour le tabac. À partir du moment où vous légalisez, où ça devient entre guillemets banalisé, vous avez moins besoin d'être vulnérable pour essayer la substance. Donc vous allez avoir une diffusion dans des populations qui jusqu'alors étaient relativement peu de consommateurs, les adultes. C'est un peu ce qui se passe pour le cannabis aujourd'hui. Absolument, bien sûr. Donc c'est les adultes, etc. Et ce qui se passe à ce moment-là, selon que vous êtes pour ou contre, vous allez donner un des deux aspects des résultats. Je vais vous dire comment ça se passe. Celui qui est contre, il dit, vous voyez, ça augmente les niveaux de consommation. Et donc, consommation avec ou sans addiction, vous augmentez les conséquences dommageables immédiates, des accidents, des intoxications aiguës, des enfants qui se retrouvent aux urgences, après, comme en France d'ailleurs, après avoir mangé du cannabis dans des petits nounours là, qui étaient vendus dans le Colorado. Accidents de la route, troubles du comportement, des agressions, des choses comme ça. En revanche, comme vous élargissez le panel avec des gens moins vulnérables, et ça c'est ceux qui sont pour qui vont vous dire ça, vous réduisez le pourcentage des addictions au cannabis. Le pourcentage. Vous augmentez le nombre absolu, mais vous réduisez le pourcentage. Alors là, c'est un peu compliqué, mais je vais reprendre. C'est-à-dire, plus un produit est pénalisé, moins les gens ordonnés, qui ont pignon sur rue, en gros, vont en être consommateurs, a priori. Et plus ça va se concentrer sur des populations un peu différentes, notamment les jeunes ou des marginaux, enfin des gens qui ont moins à faire, ou des gens qui ont des problèmes, enfin, qui trouvent là-dedans un apaisement. Donc, ils sont moins nombreux, mais le pourcentage d'addiction dans cette population-là est très important. C'est-à-dire, là, ils sont moins nombreux, mais la plupart sont addicts.
parmi les consommateurs. En revanche, plus vous légalisez, plus vous allez avoir affaire à des Pékins standards, qui à un moment se disent, bon, ben après tout, c'est en vente là, je ne vais pas mourir idiot. Bon. Et du coup, ils en prennent un peu plus. Ce qui fait que vous augmentez le nombre des consommateurs, mais ceux-là, comme ils sont moins vulnérables, ils ont moins de risques d'en devenir addicts. Surtout s'ils ont commencé à 30 balais. Ce n'est pas un bon âge pour commencer une carrière de cannabinoman. Ce qui fait que dans cette population-là, le pourcentage des addicts va se réduire. Par contre, le nombre absolu des addicts va continuer à se développer. Ce qui fait que vous augmentez légèrement le pourcentage ou vous diminuez un petit peu le pourcentage d'addicts, vous augmentez en chiffre absolu, mais ce que vous augmentez de toute façon, c'est les conséquences sanitaires, notamment au volant et au travail. Parce que plus c'est banalisé, etc. Ce qui fait qu'au Canada, par exemple, certaines mauvaises langues disent que c'est plus difficile d'avoir du cannabis maintenant depuis que c'est légal. Enfin voilà, donc autant côté cannabis médical pour ceux qui en ont peut-être besoin, et en deuxième intention, en cas d'échec des médicaments ordinaires, ça peut être intéressant, notamment les états de cachexie, en cancer, les pauvres qui vomissent, s'il y en a quelques-uns que ça peut apaiser, bon, tant mieux. Mais dans le cadre de prescription et en cas d'échec des médicaments. Et pas des trucs élargis comme ça avait été fait ailleurs. Donc ça, c'est assez encadré. Le cannabis, ensuite, légal, ça sera plus... la machine est en marche. Hein. Les lobbies sont tellement puissants, tellement puissants. Le directeur de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, j'étais avec lui à Paris il y a quelques temps, il me disait qu'à Washington, actuellement, selon les jours, il y a entre 200 et 500 lobbyistes pour le cannabis. Et à Bruxelles, maintenant, ils arrivent par wagons entiers. Donc les pays lâchent de plus en plus. Donc en gros, la machine semble être en marche. Et l'enjeu, ça sera de faire en sorte que ça ne cause pas des dégâts sur la santé publique, enfin pas des dégâts majeurs, avec une approche un peu régulée. Il y a un problème de curseur qui va être très difficile à régler par la puissance publique, parce que schématiquement, ce qui marche le mieux au plan économique, c'est ce qui marche le moins bien en termes de santé publique. Oui, bien sûr. C'est clair. Ça, le modèle américain est évident. Parce que si vous voulez protéger la santé publique, premier truc incontournable, c'est l'interdiction mineure. Incontournable, ça c'est même pas... Enfin, ou alors... or, c'est eux les consommateurs, en grande quantité. Donc, si vous continuez à interdire aux mineurs, vous entretenez un marché noir. Nécessairement. Donc vous avez moins d'impact. L'autre élément, c'est que les États comme l'État de Washington qui ont voulu réguler, ils taxent beaucoup. Donc les gens, ils disent on va taxer beaucoup. Mais si on taxe beaucoup, marché noir. Comme avec le tabac. Hein. Les Marocains vont s'aligner à la baisse. Enfin, les producteurs du Maroc, on ne suivra pas avec nos taxes. Donc en gros, on voit que c'est un système où, oui, vraiment, il va y avoir des problèmes de réglage de curseur, à mon avis. Le sentiment qu'on peut avoir, c'est qu'il y a un fond de vulnérabilité chez les jeunes par rapport à la dynamique addictive. Parce qu'en gros, c'est une récompense immédiate, c'est accrocheur. C'est quelque chose est d'autant plus addictif que ça fait un effet plaisant intense, rapide, par rapport au moment de la prise. Plus c'est instantané, mieux c'est. Et bref, il ne faut pas que ça dure. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un pic, pam. Et plus c'est en forme de pic, plus ça accroche. C'est-à-dire qu'il faut soit des modes d'administration, soit des produits qui soient très puissants et vite. Alors, l'inhalation de tabac, pour ça, c'est un modèle parfait, puisque ça a un effet quasiment instantané. L'inhalation, c'est plus rapide qu'une intraveineuse, ça monte direct au cerveau. En même temps, ce qui a été inhalé comme nicotine, c'est 3 sous-microgrammes, donc c'est éliminé d'emblée, donc ça descend. Et en l'espace de quelques secondes, la personne va retirer. C'est un peu, l'intraveineuse est très accrocheuse. Donc schématiquement, il faut des effets comme ça intenses. Alors là, pour le coup, l'ingéniosité humaine et le marketing inventent sans cesse des produits plus addictifs pour faire de l'argent, pour faire du business. Et c'est ainsi que par rapport au tabac, par exemple, les trucs que prisaient les gens du 19e siècle, donc c'était en sniff, le temps que ça soit absorbé par la muqueuse nasale, que ça monte au cerveau, c'était comme un traitement de substitution, pratiquement ça maintenait un fond, ou les marins qui chiquaient, tout ça, ça a été balayé par le tabac fumé. Parce que le mode d'administration est beaucoup... Et ensuite, les trucs qui étaient à rouler, ça limitait un peu la disponibilité. Et on voit l'impact qu'a eu l'industrie manufacturière, sortait des millions et des milliards de cigarettes à la journée. Alors je pars au passage, au Canada, entre le moment où c'était des babacools style AMAP qui faisaient le cannabis,
au moment de la légalisation, et le moment où ils ont été rachetés par Imperial Tobacco, vous savez combien il y a eu de temps? 3 mois. La totalité du marché canadien a été repris par l'industrie du tabac. Donc les petits producteurs ils sont déjà éliminés. Enfin éliminés, non, ils travaillent, mais ils travaillent pour Imperial Tobacco. Ou Marlboro d'ailleurs. Donc là, c'est la grosse manufacture. Alors pour l'alcool, ça a été un peu le même truc, mais enfin c'est plus ancien. Quand on a inventé la fermentation contrôlée, avant on mangeait juste des fruits à moitié pourris. Alors c'était bien pour la santé, l'homme est habitué à l'alcool et puis ça l'a aidé pendant une partie. Mais ensuite il a inventé la fermentation, on a inventé la distillation et de même là on a des moyens disons d'action qui sont très très puissants. Et pour en revenir à la période actuelle, c'est vrai qu'il y a des évolutions. On voit en termes de stimulation aiguë intense, entre un jeu vidéo et lire La recherche du temps perdu, on n'est pas dans la même cour. Hein. Ce qui fait que les gamins qui, très tôt, vont avoir, grâce au marketing des jeux, qui font en sorte justement que ce soit le plus intense, le plus bref, le plus saccadé possible, face à ces gratifications immédiates en flot continu qui ne demandent aucun effort mais qui font plaisir presque instantanément, etc. Et la lecture, c'est sûr qu'on n'est pas du tout dans le même genre de plaisir. Alors, peut-être que notre période, effectivement, est plus à risque en sens où elle peut offrir des objets d'addiction qui sont plus puissants que ceux dont on disposait auparavant. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a un mécanisme de régulation, on se lasse de tout. On est prévu pour. Ah ben ceux qui sont au milieu, c'est pas bon. Mais généralement, on a des mécanismes de régulation. Ce qu'on dit maintenant à juste titre sur les jeux vidéo, quand j'étais jeune, on disait à la télé. Oui, bien sûr. Alors maintenant, les jeunes, ils ne regardent plus la télé. Alors on sait qu'une des raisons pour lesquelles le cannabis est stabilisé actuellement en France et a tendance même à diminuer en termes d'expérimentation et d'usage régulier chez les jeunes, c'est grâce aux écrans. Parce que les jeunes sortent moins. Non, mais c'est sûr. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que ce qui est stable, le problème pour les addictions, c'est les vulnérabilités psychosociales. Elle, c'est d'autres déterminismes en fait. C'est les politiques publiques, c'est la protection de l'enfance, c'est les éducateurs spécialisés, c'est tout ça. La protection de l'enfance essentiellement, quand même, globalement. Et ce public-là, on peut imaginer qu'on va réussir dans un pays comme le nôtre à être un peu protecteur, etc. Mais c'est pas une population qui est en pleine expansion, ça. Donc globalement, le public vulnérable pour être addict, lui, il y a un fond qui est comparable, disons, qui est relativement stable. Ensuite, c'est les objets d'addiction qui changent, et de fait, actuellement, de plus en plus, là je suis d'accord avec vous, on a alors, soit des produits plus concentrés, comme le cannabis, soit des écrans, enfin des trucs de plus en plus rapides, de plus en plus accrocheurs, de plus en plus ingénieux dans les systèmes d'accrochage. Des jeux aussi, là on travaille beaucoup sur le jeu, entre les ex-rapido, les trucs comme ça, à grattage avec effet immédiat, et l'époque du grand-père où il devait attendre le PMU le samedi, on n'est pas dans le même style, c'est beaucoup plus addictif le deuxième que le premier, évidemment. Dès que vous devez attendre un résultat, ça accroche moins. Si vous devez attendre une semaine en plus, après il fallait écouter la radio pour savoir le résultat des courses, là, c'est les chevaux. Donc ça, il y avait des gens qui perdent le contrôle, mais par contre avec des machins de grattage, parce qu'ils nous écoutent, hein, ces gens-là. Donc ils disent, mais ils ont raison, il faut trouver qu'est-ce qui est le plus intense, le plus bref, le truc. Et avec des mises de fonds modestes, ce qui fait que vous arrivez à plumer le client par petites étapes, en le rendant addict par petites touches. Et plus on voit que c'est pareil pour les vulnérabilités, plus vous avez affaire à des populations vulnérables et précarisées au plan social, plus la part de leur économie domestique va être consacrée aux objets d'addiction. Tabac, alcool, jeux. Ce qui est compliqué, c'est que pour être reconnu comme une maladie, il faut qu'il y ait une validité interne forte. C'est-à-dire que quelqu'un qui a tel ou tel symptôme, on peut prévoir plus ou moins l'évolution. C'est ainsi que dans le domaine des addictions ou des conduites addictives, dans celles qui sont comportementales en tout cas, la seule qui soit reconnue comme une maladie à part entière, si j'ose dire, c'est les jeux d'argent et de hasard, ce dont je parlais à l'instant, grattage, le jeu. Les écrans, c'est reconnu par l'OMS, mais pas par les classifications de psychiatrie, enfin peu importe. Pourquoi ? Parce que, par exemple, pour les écrans, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont usagers excessifs, donc il y a une dangerosité, comme on le disait pour tout usage, les usages sont dangereux.
il va moins travailler à l'école, il va avoir des problèmes relationnels, il risque de s'isoler, etc. Mais sans nécessairement qu'il y ait une addiction au sens des critères diagnostiques. Pour autant, on voit bien quelques jeunes qui ont des addictions dans ces groupes-là. Mais souvent, on se rend compte que cela, c'est plus des histoires de phobie sociale, des choses comme ça. Et que finalement, c'est plus la problématique psychologique qui est prédictive que le trouble de l'usage lui-même. Auquel cas, on hésite à dire que le trouble de l'usage chez ces personnes-là est une maladie. Alors de la même façon pour le sport, clairement, on voit, alors nous, la porte d'entrée, c'est qu'on voit beaucoup de gens, enfin beaucoup, une partie de nos patients qui ont des problèmes de dépendance à des produits. Quand on discute avec eux, quand on les connaît, pas mal d'entre eux ont été des bons sportifs. Et pas mal d'entre eux aussi ont commencé à basculer suite à un accident, par exemple. Un genou en l'air, des trucs comme ça. Donc où il y avait à la fois une blessure narcissique, physique, douloureuse, longue à réparer. Et ensuite, ils se rendaient compte qu'ils n'avaient plus la place qu'ils avaient auparavant, où ils étaient reconnus dans leur club, estimés, etc. Et puis tout d'un coup, surtout les clubs professionnels, on leur dit « Bon, mais maintenant, mon gaillard, c'est sympathique, mais il faut que tu rentres chez toi, nous, on ne te garde pas. Hein. » Et donc, là, leur vie s'effondrait, etc. Et on se rend compte que, d'une part, il y avait la blessure narcissique, mais aussi, il y avait le niveau de stimulation qu'a mené le sport répété, où on sait aussi que ça peut jouer sur des circuits addictifs, où tout d'un coup il y avait un mécanisme même quasiment de sevrage au plan addictif qui faisait que ces jeunes-là étaient beaucoup plus à risque que le commun des mortels de basculer alors pour le coup dans des addictions standards. Et alors on est allé plus loin pour essayer de voir si chez des sportifs non abuseurs de substances et qui n'étaient pas blessés, on pouvait retrouver ce type de comportement. Et on le retrouve. Mais en général, là aussi, on se rend compte que si on cherche, on trouve, alors peut-être à tort, hein, on a peut-être tendance à trop psychologiser, mais on se rend compte que souvent, une partie des gens qui avaient des pratiques pas tous, hein, encore une fois, mais chez des jeunes, notamment ceux qu'on voit, qui ont des pratiques extrêmes de sport en termes de temps consacré au sport, c'est un peu comme le jeu, pour certains d'entre eux, c'est une moyen de ne pas être chez soi. Hein. D'être, bien sûr, d'être dans une famille avec des gens sympas, des entraîneurs, des coachs. Vous retrouvez, alors là, il y a toutes les modalités possibles, hein. Mais souvent on retrouve des facteurs de vulnérabilité psychosociaux qui sont pour le coup ceux qu'on retrouve aussi dans le domaine des addictions, où il peut y avoir des sensations de tension, de problèmes, des sentiments d'insuffisance, des difficultés familiales, des problèmes relationnels, enfin 15 000 trucs qui font que ces gamins-là, par exemple, vont trouver par contre un épanouissement relatif dans ce type d'activité, dans le cadre que ça offre, de manière répétitive, et ensuite, de fait, on est fabriqué comme ça, les circuits de renforcement renforcent aussi l'activité, on éprouve du plaisir, pas au départ. Mais les drogues ne font pas plaisir non plus au début. C'est en s'entraînant, en y revenant, que petit à petit ça fait plaisir, et c'est un peu pareil pour le sport, et ensuite ça peut devenir un besoin. Mais pour qu'on en arrive là, souvent il faut d'autres facteurs causaux. La plupart des sportifs ne sont pas nécessairement addicts. Et si vous saviez tout le nombre de champions, ah oui, mais des histoires de champions, je pourrais vous en raconter, mais je ne le ferai pas, mais j'en connais un certain nombre de champions, et néanmoins, quand on discute avec eux, ils ont beau être champions. L'équipe de France de 98, ça va peut-être vous étonner, mais sur les 11 finaux, il y en avait à peu près 4 qui avaient perdu un frère mort. Il y en avait, oui, c'est-à-dire vous pouvez, oh, excusez-moi, mais si on fait des trucs de vulnérabilité, un de ceux qui ressort presque, enfin un des premiers pratiquement, c'est les décès dans la famille, en termes décès père et décès fratrie, décès frère. Et sportifs de haut niveau, regardez, vérifiez, vous serez surpris. Mais ça ne veut pas dire que c'est une cause directe, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, enfin heureusement non, ce n'est pas le cas, mais vous pouvez évidemment avoir la détresse de perdre quelqu'un, votre père jeune, etc., sans nécessairement devenir addict. Mais même des gens qui ont trouvé justement une forme d'épanouissement dans une activité qui, elle, est louable, enfin qui est socialement acceptée, etc., et qui donc pourraient avoir un rôle tout à fait éminent, peuvent être aussi des personnes qui par ailleurs ont souffert. Et on est souvent étonné par le nombre de gens justement qui ont eu des trajectoires un peu douloureuses et où le sport a occupé une place que ça n'occupe pas nécessairement pour le commun des mortels. On pourrait dire de la même manière pour les vulnérabilités sociales. Hein. Ou l'art.
Alors là, vous prenez les footballeurs actuels, vous regardez d'où ils viennent, comment ils ont été élevés, comment ça s'est passé, à part quelques-uns qui sont arrivés là comme ça, d'autres, vous dites qu'eux, ils avaient une idée en tête, c'était de sortir de leur... ou les boxeurs, enfin, non, enfin plein. Les chanteurs. Je connais moins les chanteurs. Désolé, je suis pas... Bah, la cigarette électronique, c'est un peu ce qu'on discutait avec monsieur. Là, je pense que c'est... Alors, il vient d'être évalué, d'ailleurs, que c'est une étude anglaise qui montre ce qu'on voyait en pratique, mais enfin qui confirme que c'est une aide à la réduction de consommation, une aide au sevrage qui est validée. C'est-à-dire que ça fonctionne. Et c'est plutôt moins dangereux, évidemment, que du... Là où c'est plus contestable, ce qui s'est un peu fait aux États-Unis avec une facilitation, mais là aussi c'est l'industrie, chez les jeunes, où souvent il y a eu des facilitations d'accès chez des mineurs pour des systèmes de vaporisation des cigarettes qui manifestement étaient utilisés pour les faire rentrer dans le droit chemin du tabac fumé. Ce qu'on disait aussi du crack, ou des méthamphétamines, enfin des quelques... usagers qu'on connaît et qui en prennent pas mal ne sont pas accrochés instantanément. En revanche, c'est sûr, surtout, toujours pareil, le crack, c'est de la cocaïne fumée. C'est pour ça que ça accroche plus vite. Ah ouais, c'est la base. C'est parce que c'est fumé. Tandis que la cocaïne normale, si j'ose dire, est sniffée, donc ça met plus de temps pour monter, c'est moins intense. Donc cocaïne, c'est accrocheur, cocaïne fumée, c'est encore plus accrocheur. En revanche, bon, on ne peut pas vous proposer de ça, mais vous pourriez faire une expérience, il y aurait de fortes chances que vous ne soyez pas dépendant après un seul usage. Hein. Pensez à ceux qui sont drogués involontairement. Ouais, mais ceux qui sont drogués involontairement, c'est plus pour obtenir une intoxication aiguë avec les mettre dans un état second, abuser d'eux, enfin des choses comme ça. C'est pas tellement pour les rendre addicts. Ça. Les histoires comme ça, c'est pas des dealers qui veulent fabriquer un client avec un client régulier. C'est des gens qui veulent abuser de quelqu'un pour sa carte bleue, pour des relations sexuelles. C'est beaucoup plus sordide. Enfin, le reste le serait aussi, mais bon, c'est plus violent en tout cas. Il n'y a pas tant de machiavélisme. Je disais surtout qu'il y a plus de jeunes fumeuses. Si c'est du tabac qu'on parlait, parce que alors pour le tabac, en revanche, il y a eu des années de stabilisation. Et, on peut penser qu'on va être on est dans une phase de diminution, et que c'est une bonne chose parce que là aussi, plus on arrête, plus on diffère l'entrée dans le tabac, moins il y a de risque de s'accrocher, mais plus on diffère aussi l'entrée dans le cannabis, puisque les gens commencent plutôt par le tabac en général. Donc ça a un effet globalement bénéfique. Et là aussi, les écrans peuvent nous aider. Alors c'est entre nous. C'est-à-dire, toujours pareil, parce que moi je vois pas mal de parents, quand j'étais jeune, les parents qui venaient nous voir, c'était pour dire, ils sortent tous les soirs, je ne sais pas ce qu'ils deviennent, ils rentrent dans je ne sais pas quel état, c'est lamentable, faites quelque chose. Ils fumaient à l'époque cannabis, ils boivent, etc. Puis des situations préoccupantes. Actuellement, on a plein de parents qui nous disent l'inverse. Et faites quelque chose pour nous, il ne sort jamais, il est tout le temps enfermé dans... Non mais c'est vrai, ce n'est pas des lubies, il ne sort jamais de sa chambre, faites-le sortir, faites-le ressortir. Et l'avantage du système, si j'ose dire, c'est que dans les phases adolescentes, l'initiation aux substances était généralement induite par le groupe de pairs. Le tabac, à mon époque, le cannabis un peu après, bon, ce genre de choses, l'alcool évidemment. Enfin l'alcool c'était souvent en famille. Enfin en famille il y avait modération et hors famille il y avait moins de contrôle. Mais globalement l'entrée dans les produits c'est toujours une entrée sociale. Toujours, il n'y a pas d'exception. Mais donc pour qu'il y ait entrée dans les produits, il faut qu'il y ait société, si j'ose dire. Si vous êtes enfermé dans votre chambre avec un écran et que vous faites que ça, vous fumez moins. Si vous n'avez pas, vous avez moins de risques en tout cas d'être exposé à des modèles de consommation. Donc on voit qu'il y a des courbes de croisement qui font que de ce côté-là, ça devrait avoir plutôt un effet protecteur. Par ailleurs, les études d'opinion chez les jeunes par rapport au tabac montrent que à la différence du cannabis d'ailleurs, qu'ils ont une image de plus en plus ringardisée du tabac. Donc ça devrait évoluer favorablement, logiquement. En tout cas pour le tabac, l'objectif c'est éradication. C'est-à-dire là, l'objectif à terme c'est de supprimer le tabac fumé.
c'est un désastre ce machin-là, parce que ça ne procure pas vraiment de plaisir, à la différence du vin. C'est vraiment un produit d'addiction quasiment pur, qui n'a pas d'intérêt majeur par ailleurs. Et oui, ça, oui, mais oui, et qui tue beaucoup, et de façon différée, ce qui fait que les gens ont de la peine anticipée, notamment les jeunes, se disent, ouais, dans 30 ans, 40 ans, enfin bon. Mais globalement, quand même, les données sont un peu plus encourageantes qu'elles ne l'étaient.